Donc la présentation, elle va être complémentaire à celle que Jacques Robert vient de réaliser. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans les aspects méthodologiques et particuliers des enjeux qui sont liés à l'endommagement du bâti. C'était couramment appelé la vulnérabilité du bâti. Je vais essayer de ne pas trop utiliser ce terme aujourd'hui. Voilà, si je l'utilise, sachez que ça recouvre tout ce qui est des enjeux d'endommagement du bâti. Donc une petite introduction et puis je reviendrai sur les principes, même si ça a déjà été abordé. Ensuite un petit focus sur l'évaluation des mouvements de sol, sur l'évaluation des sensibilités intrinsèques du bâti, pour en venir justement à l'évaluation du risque d'endommagement du bâti et ensuite un volet sur les thématiques particulières, puisque vous allez le voir, ces missions, c'est 90% de bâtiments classiques qu'on va essayer d'industrialiser et 10% de bâtiments particuliers qui nécessitent des traitements au cas par cas. Donc en termes d'introduction, aujourd'hui les enjeux techniques et financiers liés à la maîtrise de l'endommagement des structures existantes lors du creusement d'une infrastructure souterraine sont réellement très importants, en particulier pour des métros ensuite urbains denses. Et donc tout l'intérêt de l'approche de maîtrise des risques liés à cela, c'est la recherche d'un optimum technico-économique entre les coûts de construction, les coûts de préservation du bâti, éventuellement les coûts de réparation du bâti. Et ce qui est assez complexe dans le déroulement de cette mission, c'est qu'elle fait appel à des expertises et des ingénieries très variées. Donc j'en ai listé certaines, des expertises dans le comportement du bâti local, des expertises en comportement des structures, de l'ingénierie des ouvrages souterrains et des méthodes de creusement associées, ingénierie géotechnique, ingénierie de l'instrumentation et ingénierie des confortements ou des mises en sécurité de bâtiments. Donc l'idée étant de regrouper toutes ces expertises et ces ingénieries dans un rôle d'intégrateur afin de conseiller au mieux les personnes morales de l'acte de construire. Donc le principe général, je reviens rapidement dessus, il a été évoqué par Jacques tout à l'heure. Pour l'évaluation du risque et du niveau d'endommagement, ça consiste à confronter la connaissance du bâtiment, ce qu'on va appeler la sensibilité intrinsèque, avec l'évaluation des tassements et du niveau d'amplitude des mouvements de sol, ce qui est également dépendant de la position du bâti dans la zone d'influence géotechnique. Voilà, et une fois qu'on a l'évaluation du niveau et du risque d'endommagement, on rentre dans des notions d'acceptabilité de ce risque et de ce niveau d'endommagement par le maître d'ouvrage et éventuellement dans les moyens d'atténuation qui iront avec. Probablement un volet que vous connaissez bien, le volet d'évaluation des mouvements de sol. Donc je précise que c'est un processus évolutif, puisque cette mission diagnostic bâti, elle se déroule du début de la phase conception et jusqu'à la phase exécution, phase pendant laquelle elle est la plus vivante. Donc il y a de l'ingénierie géotechnique évidemment pour définir les paramètres de sol qui vont être utilisés pour évaluer les mouvements de sol. Donc les paramètres de conception, les paramètres qui se basculent dans paramètres du cahier B et qui en phase exécution peuvent être challengés par des paramètres de mission G3. L'idée étant ensuite de déployer des moyens de calcul d'évaluation des mouvements de sol, que ce soit vis-à-vis du tunnel, donc tunnel on parle bien des cuvettes transversales et longitudinales qui ont des impacts sur les bâtiments en surface, mais également l'impact des creusements des stations et des ouvrages annexes que l'on a sur toutes nos opérations du Grand Paris par exemple, avec au final pour le bâtiment qui est en surface d'éventuelles règles de cumul qui ne sont pas si simples du coup pour les bâtiments qui sont en zone d'influence géotechnique cumulée d'un tunnel et d'une station. Voilà, on comprend bien que le cumul des tassements se fait assez commodément. Par contre, le cumul des mises en pente ou des élongations horizontales sont des phénomènes tridimensionnels qu'il convient d'évaluer au plus juste en fonction de l'orientation des cuvettes. L'un des enjeux de la mission de la MO Bâti, c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'industrialiser un certain nombre de choses, puisque les volumes de bâtiments sont très importants.
Donc il y a une étape qui est incontournable, c'est qu'à partir d'un certain nombre de coupes de calcul que vous aurez pu faire, vous, maître d'œuvre, sur des points singuliers qui sont plus particuliers que d'autres le long du linéaire, il va y avoir une extrapolation de ces mouvements de sol sur tout le linéaire. Donc voilà, pour passer d'un calcul ponctuel en interaction sol-structure type plaque 6 à une généralisation des cuvettes sur le linéaire avec des méthodes un peu plus empiriques telles que celle de Peck. Tout cela nous permet de définir une zone d'influence géotechnique. Alors la définition même de la zone d'influence géotechnique n'est pas évidente. Elle peut être approchée en début des phases conception sur la base de critères géométriques d'extension d'une zone par rapport à l'endroit où le tunnel est creusé avec des angles de diffusion à l'intérieur du massif. Assez rapidement, il est sage de définir la zone d'influence géotechnique comme étant la limite d'une certaine isoligne de tassement qui dépend un petit peu de la nature des bâtiments qui sont en surface. Ça peut être 1, 2, 4 mm en fonction des projets. Et comme dit tout à l'heure, la zone d'influence géotechnique finale, c'est bien le cumul de celle du tunnel et de celle des ouvrages de génie civil souterrain tels que les stations et les ouvrages annexes. Ça peut également être la zone d'influence géotechnique d'éventuels rabattements qui peuvent avoir des rayons d'action plus importants. Et je vais préciser un dernier point qui est vibration entre parenthèses. Ce n'est pas forcément le point que je développe aujourd'hui dans la présentation, mais évidemment que l'endommagement du bâtiment, c'est mouvement de sol et vibration. Voilà, sachant que vibration, c'est des problématiques complexes, et qu'en fonction des horizons que vous avez plus ou moins fracturés, vous pouvez avoir des propagations qui partent assez loin, et donc la problématique de la définition de la zone d'influence géotechnique est loin d'être évidente. Une fois qu'on a notre zone d'influence géotechnique, on va basculer dans une étape qui est celle du référencement des bâtiments, des structures et des réseaux existants en surface. Processus évolutif, on commence pour les premières phases de conception à faire un focus sur les bâtis, ouvrages et réseaux qui semblent être les plus critiques compte tenu des informations qu'on a à ce moment-là. Ça permet de défricher la nature du problème et puis de s'éviter des difficultés par la suite. En avançant dans les phases de construction et de déploiement de la conception, il faut tendre vers une exhaustivité du référencement des structures en surface. Ce qui n'est pas forcément évident et qui doit faire appel à tout un tas de choses telles que des bases de données, des cadastres, des visites sur place, très important, pour référencer des ouvrages dont on n'aurait pas pu avoir la connaissance par d'autres moyens, les contacts avec les gestionnaires, les exploitants et toutes les démarches que vous connaissez, les DT, des ICT qui permettent de récupérer les informations sur les structures et réseaux enterrés. Tout cela doit se faire compte tenu des volumes qui sont à traiter à travers un outil géoréférencé et qui va devenir l'outil de pilotage pour la suite de la mission. Volet connaissance du bâti. Donc c'est le volet de recueil d'informations afin d'être ensuite en capacité de traiter la sensibilité intrinsèque. C'est l'une des grosses difficultés compte tenu des volumes, c'est d'arriver à récupérer de l'information la plus complète possible sur toute la population de bâtiments que vous avez en surface. Donc ça passe par des collectes d'informations administratives, collecte d'informations techniques telles que des archives par exemple. Ça passe invariablement par des visites sur place qui idéalement se font à l'intérieur des bâtiments. Pas forcément évident d'obtenir l'accord de tous les propriétaires pour accéder à l'intérieur, mais vous allez le voir par la suite, l'un des critères fondamentaux d'arbitrage de la sensibilité, c'est le type de fondation et ce qu'on voit dans les niveaux d'infrastructure. Et donc c'est un petit peu utopique de vouloir arbitrer cette problématique si on n'a pas réussi à rentrer dans le bâtiment et qu'on a vu que sa façade depuis la rue. Du coup, les informations qu'on cherche à collecter dans le cadre du référencement de cette étape-là, bon, c'est des généralités, savoir à quoi sert le bâtiment, quelle est sa destination et son exploitation, essayer justement d'avoir les fondations, trouver le maximum d'informations également sur les niveaux de superstructure, type de matériaux utilisés par exemple, tout ce qui concerne les façades, tout ce qui va concerner les aménagements intérieurs,
un point fondamental, c'est d'essayer de déterminer quel était l'état de vétusté du bâtiment et des différentes parties du bâtiment. Ça va énormément conditionner la manière dont on va apprécier la sensibilité du bâtiment par la suite. Et idéalement, d'arriver à se faire un petit schéma statique simple de la manière dont se comportent les bâtiments. Tout ça pour basculer dans l'étape d'évaluation de la sensibilité intrinsèque, dont le principe est le suivant: compréhension du comportement des structures et de la manière dont elles vont plus ou moins bien réagir au mouvement de sol. Donc c'est beaucoup basé sur de l'expertise, mais c'est également basé sur la mise en place d'algorithmes de cadrage qui permettent de traiter des gros volumes de bâtiments assez rapidement sur la base de sous-critères, puis de critères qui permettent d'obtenir au final une note de sensibilité intrinsèque qui classiquement est sur 3 niveaux de sensibilité: peu sensible, sensible, très sensible. Et donc là on va s'intéresser à la nature des fondations, et en particulier aux spécificités que l'on peut trouver dans les niveaux d'infrastructure, tels que des voûtes qui se comportent relativement mal au tassement différentiel, ou au fait que vous leur bougiez horizontalement les deux parties de leurs appuis, tout ce qui va être point porteur isolé, tout ça c'est des phénomènes aggravants pour l'évaluation de la sensibilité intrinsèque. Au contraire, un gros radier bien rigide est quelque chose qui va vous lisser complètement la cuvette de tassement qui est sous l'ouvrage, et qui va faire un diaphragme rigide et qui va complètement isoler les parties supérieures du bâtiment des mouvements de sol qui auraient pu lui être exportés. Donc c'est des caractéristiques qui sont plutôt favorables vis-à-vis de la sensibilité intrinsèque. Connaissance des niveaux en superstructure, donc compréhension de la structure porteuse verticale et de la structure porteuse horizontale, évaluation des problématiques telles que mitoyenneté et lancement, qui quand elles existent sont des phénomènes aggravants, état de vétusté, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est de nature à aggraver sensiblement la sensibilité intrinsèque, c'est le cas de le dire. Identification des travaux structurels significatifs, des reprises en sous-œuvre, des ajouts d'étages, voilà, tout ce qui mérite d'être intégré dans l'évaluation. Et en dernier point, on intègre également le caractère d'importance de l'ouvrage dans la sensibilité intrinsèque, avec comme idée qu'on a moins envie d'endommager un bâtiment majeur que le R+1 ou le R+0 du coin, on va dire. On en arrive à l'étape où on confronte la sensibilité intrinsèque avec le positionnement du bâti dans la zone d'influence géotechnique et donc avec les mouvements de sol. Donc on en a parlé tout à l'heure, ça commence par la définition et la catégorisation des classes de dommages. Alors les classes de dommages que vous avez là sont assez bien adaptées à la maçonnerie principalement ancienne. Pour le béton armé, c'est un petit peu plus discutable. Quoi qu'il en soit, ça permet de dresser une matrice des seuils admissibles correspondant aux différentes sensibilités intrinsèques et pour chaque classe de dommage. À ce moment-là, il est évidemment fondamental de connaître la tolérance du maître d'ouvrage vis-à-vis du niveau d'endommagement admissible, puisqu'il est obligatoire de convenir d'un endommagement admissible. Et c'est ça qui va permettre de définir quelles sont les classes de dommages admissibles par le maître d'ouvrage. Sachant que ces classes de dommages admissibles par le maître d'ouvrage peuvent être différentes et peuvent être modulées en fonction de tronçons géographiques, même au sein d'une même opération. Voilà, et tout ça mis ensemble permet d'obtenir l'évaluation du risque d'endommagement qu'on appelait vulnérabilité et que vous avez en illustration de cartographie en bas à gauche. Toute cette prestation ne peut pas se faire sans le recours d'un logiciel géoréférencé. Pour vous fixer un ordre de grandeur, 10 km de tunnel en proche banlieue parisienne, ça engendre à peu près 1500, voire même peut-être 2000 bâtiments dans la zone d'influence géotechnique. Donc il est fondamental de gérer tout ça dans un outil géoréférencé, qui est également l'outil qui va permettre de piloter l'avancement des prestations associées, qui va permettre de faire la priorisation
des enjeux de diagnostic bâti et qui va finir par être un outil d'aide à la décision pour le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'entreprise le moment venu. Voilà. Ça permet de recouvrir, c'est la méthodologie générale, ça permet de recouvrir à peu près 90% des bâtiments. Les 10% qui restent, ça va être la fin de l'exposé, sont les thématiques particulières qui nécessitent des analyses au cas par cas. Donc c'en est une petite liste à la Prévert, je vais les lister les uns derrière les autres. Par exemple, le cas particulier des bâtiments sur pieux. Vous avez une petite illustration à droite d'un bâtiment dont les pieux descendent à peu près au niveau de la génératrice inférieure du tunnel, en décalé sur la gauche, et vous voyez en surligné en bleu qu'il y a une certaine partie de ces pieux qui sont dans la zone d'influence géotechnique en profondeur. On comprend bien pour ce genre de bâtiment qu'il ne va pas forcément y avoir atteinte au terme de pointe en termes de capacité portante, mais que par contre toutes les parties qui sont bleues, au lieu, et en particulier si elles étaient frottantes, au lieu d'être, en tout cas elles vont être entraînées en bas par les mouvements de sol qui sont ceux de la cuvette de tassement, par des phénomènes un peu analogues à ceux du frottement négatif. Donc avec des vrais enjeux de capacité portante, ou en tout cas d'atteinte à la capacité portante dans cette configuration-là. La même problématique pour des pieux en imaginant que les pieux soient dans la cuvette en profondeur, ou en tout cas dans la zone d'influence géotechnique en profondeur. Et du coup, je passe à l'alinéa 2, c'est celui de savoir s'il faut, pour ces missions-là, s'il faut utiliser les mouvements de sol en surface ou les mouvements de sol en profondeur. Et quand je dis en profondeur, c'est les mouvements de sol au niveau de la fondation du bâti. Alors, très clairement, il n'y a pas de règle prédéfinie. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait de la coordination sur cette thématique-là pour qu'il y ait une cohérence. Donc la coordination se fait principalement entre le maître d'œuvre et l'AMO bâti pour que cette problématique soit bien clarifiée, sachant que si vous prenez l'amplitude d'une cuvette en surface et dans l'axe du tunnel vous allez peut-être avoir 15 mm, vous prenez la même cuvette 15 mètres plus profond, vous allez avoir 2 à 3 fois plus d'amplitude. Donc c'est un réel enjeu de se mettre d'accord sur quel est l'emplacement qui va être utilisé pour mesurer l'amplitude des mouvements de sol qui sont exportés au bâtiment. Dernière problématique qui nécessite une coordination entre le maître d'œuvre et l'AMO bâti, c'est celle de savoir si l'interaction sol-structure doit être utilisée. Classiquement, usuellement, les seuils qui sont proposés dans ces analyses sont supposés être utilisés vis-à-vis d'analyses en champ libre. À partir du moment où les analyses ne sont plus en champ libre, c'est-à-dire que dans par exemple le Plaxis, vous avez modélisé la rigidité de l'ouvrage, je parle de l'ouvrage qui est en surface, vous créez un ouvrage rigide qui est au sein du sol et qui va donc s'opposer au mouvement de sol naturel qu'on appelle en champ libre. Et donc ça a un impact sur l'amplitude des mouvements qui sont associés. Je reprends le cas de mon radier très rigide de tout à l'heure. Vous mettez un radier très rigide dans un Plaxis et vous allez mesurer les mouvements de sol en tassement différentiel et en élongation qui sont juste sous votre radier, à l'interface entre le sol et le radier, vous allez mesurer quasiment rien, ou en tout cas ce sera très très faible, et ce sera très éloigné des seuils. Donc on pourrait imaginer qu'on est confortablement éloigné des seuils, alors qu'en réalité on passe complètement à côté de la problématique d'exportation des efforts dans le radier qui peuvent être problématiques. Donc voilà, il est très important qu'il y ait coordination entre les différents acteurs sur quels sont les calculs qui doivent être fournis à l'AMO bâti pour que les problématiques d'évaluation des enjeux d'endommagement soient les bonnes. Autre thématique particulière, celle des réseaux et des ouvrages spéciaux. Donc là, classiquement, les gestionnaires et les exploitants, quand ils sont sollicités sur ces thématiques-là, vont nous proposer des seuils. Voilà, ils connaissent leurs ouvrages, ils sont sachants sur leurs ouvrages. Donc c'est quand même relativement confortable de s'appuyer sur ces seuils, sauf que des fois ils peuvent être très stricts, voire même égal à 0, ce qui n'est pas très sympathique pour dimensionner une infrastructure souterraine en dessous. Et donc il est important de pouvoir avoir une analyse indépendante sur le comportement de ces ouvrages. Donc, si on parle par exemple des réseaux, ici on caricature, on peut identifier deux types de réseaux, les réseaux infiniment souples,
qui vont donc suivre les mouvements de sol. On va évaluer leur comportement dans une philosophie de déplacement imposée, et à contrario, les réseaux infiniment rigides par rapport au terrain, qui là, eux, ont un comportement complètement différent, puisqu'ils vont avoir tendance à ponter la cuvette de tassement qui va se former en dessous d'eux. Et donc ils vont se retrouver non seulement à ponter la cuvette, mais également à prendre les surcharges des terrains qui sont au-dessus, étant donné que ça fait un nouveau point dur dans le sol. Donc il y a vraiment des thématiques particulières pour les réseaux. Pour les ouvrages spéciaux, c'est encore plus du cas par cas. Donc ce qu'on appelle ouvrages spéciaux, ou en tout cas ce que j'ai appelé ouvrages spéciaux ici, ça peut être les ponts, les soutènements ou les ouvrages souterrains que vous avez en surface, tels qu'une autre ligne de métro que vous croisez. Voilà, bon, donc là c'est complètement du cas par cas. Ça peut nécessiter d'avoir recours à des typologies de mouvements de sol évolués. Vous avez un petit extract en bas de l'annexe H de l'Eurocode 7 qui vous montre un petit peu la variété des mouvements de sol qui peuvent être utilisés pour essayer d'affiner la connaissance du comportement. Dans les cas particuliers, il peut également être nécessaire d'avoir recours à des modélisations éléments finis. Alors je parle de modélisation éléments finis de bâtis en surface en l'occurrence, ce qui n'empêche pas de les mettre dans un modèle 3D d'interaction sol-structure, même si ces modèles sont relativement lourds à mettre en œuvre. Mais en tout cas, le recours à un modèle élément fini pour les bâtiments de surface permet d'affiner la compréhension de leur comportement. Jusqu'à maintenant, tout se fait par expertise, et en fonction des éléments qu'on a pu collecter, on imagine que le dommage risque de se produire à cet endroit-là. Le recours à un modèle élément fini, en général sollicité par des déplacements imposés en pied, permet d'y voir plus clair et d'identifier les vrais éléments plus sensibles que les autres et pour lesquels on craint plus d'endommagement. Le revers de la médaille, indépendamment du fait que c'est lourd à déployer, c'est que ça nécessite d'avoir des entrants assez complets et fiables sur la connaissance du bâti, ce qui est souvent utopique, surtout pour des bâtiments anciens. Autre thématique particulière qui, elle, est plus pour la phase d'exécution, c'est ce que j'ai appelé vulnérabilité en temps réel. C'est un enjeu très important à intégrer, Jacques en parlait tout à l'heure, c'est celui d'être capable de réagir dans les configurations où les mouvements de sol que vous constatez suite au retour d'expérience et à l'observationnel sont différents de ceux qui étaient prévus théoriquement, et donc en particulier pour les bâtiments. Ça a un impact lourd. Voilà, vous entrez dans un nouvel horizon géotechnique qui va durer 500 mètres, ça se passe mal, ou en tout cas ça se passe de manière différente de ce qui était prévu. Il faut être capable, pour les problématiques d'enjeux d'endommagement du bâti, de revoir la copie en temps réel. Et donc il faut s'être doté de tous les moyens nécessaires pour le faire. Dernière thématique particulière, dans le cas où le risque d'endommagement est jugé inadmissible, on ne peut pas en rester là, donc il faut envisager des mesures compensatoires d'atténuation. Elles sont de 3 grandes familles, modification des paramètres de creusement du tunnel et du plan d'avancement du tunnelier, ou modification éventuellement de la conception des soutènements si c'était insuffisamment rigide. Ça peut également être des thématiques de confortement de terrain, ponctuellement parlant, et dernièrement des thématiques de confortement des structures ou des mises en sécurité des structures existantes. Tout ça permettant de faire un arbitrage technico-financier au cas par cas pour les bâtiments particuliers. Et avec comme but final de ramener le niveau d'endommagement à un endommagement jugé admissible par tout le monde, maître d'ouvrage et entreprise en premier. Voilà, merci de votre attention.